Bonjour, je suis Benjamin Gunlow. Je suis chirurgien spécialisé en pédiatrie, notamment pour les opérations de la main et du membre supérieur. Et je travaille au Boston Children's Hospital dans le Massachusetts, à Boston. Aujourd'hui, je vais discuter avec vous des fractures du radius distal ainsi que du cubitus chez les enfants. Je tiens à exprimer ma gratitude envers Sono Global pour m'avoir donné l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Les fractures distales du radius et du cubitus sont 30% des fractures pédiatriques. Ce sont les fractures les plus courantes dans de nombreuses régions. Les lésions qui affectent le squelette sont souvent observées dans la population pédiatrique. Les fractures distales du radius et du cubitus surviennent 2 fois plus chez les femmes que chez les hommes. Et ce n'est pas uniquement aux États-Unis, mais dans le monde entier, l'incidence a augmenté. Sur plusieurs décennies d'études, comme le montre cet article. Du Journal of Hand Surgery, publié en 2011. Les causes des fractures distales du radius et du cubitus sont généralement dues à des chutes à haute énergie, telles que les chutes d'une barre de singe. Ensuite, les activités sportives. Et enfin, d'autres activités énergétiques, comme le vélo. Les fractures en boucle sont les plus fréquentes, suivies des fractures métaphysaires et physaires. Les fractures de la phys représentent 15 à 25% des fractures distales du radius et du cubitus. Fractures. Les fractures du torus ou de la cavité buccale sont également des blessures très courantes. Observées. Principalement chez les très jeunes enfants, et elles ont été bien étudiées dans de nombreuses itérations, y compris dans le cadre d'essais de contrôle randomisés. Un traitement d'une durée de 3 semaines, avec une attelle de velcro sans suivi radiographique, a été bien validé dans cette population de patients. Les fractures du phys, bien qu'elles ne soient pas les plus fréquentes, sont celles qui retiennent l'attention de la majorité des chirurgiens traitants. La plupart des fractures de la phys du radius distal et du cubitus sont de type Salter-Harris 2, présentes chez 50 à 90% des patients, selon l'étude. Il a été prouvé que les tentatives répétées de réduction au-delà de 7 jours après une blessure peuvent accroître le risque d'arrêt de croissance. Cependant, les troubles de croissance restent rares, survenant dans seulement 4,4% des cas selon l'étude canadienne. Publiée en 2003 dans le Journal of Orthopedic Trauma, qui est la plus grande série de fractures du phys examinées à ce jour. Ça dit, l'arrêt de croissance est courant dans certains types de lésions physeuses, surtout les fractures de Salter-Harris 3 et 4. Une étude de l'hôpital pour enfants de Boston, en 2000, a révélé que 33% des fractures de Salter-Harris 3 et 47% des fractures de Salter-Harris 4 ont causé un arrêt de la croissance. On l'a aussi observé dans les fractures physéennes distales du cubitus, avec un taux de perturbation de la croissance de 20%. Cependant, les fractures de Salter-Harris 3 et 4 présentent un risque bien plus élevé d'arrêt ou de perturbation de la croissance. Pour la majorité des patients souffrant de fractures distales du radius et du cubitus, qu'elles soient métaphysaires ou physaires, sont traités avec succès par réduction et moulage, en suivant les principes des traitements décrits il y a plus de 50 ans par des personnes comme le Dr. Charnley, qui a décrit la création d'un bras droit par l'application d'un moulage incurvé, qui décrit la mise en place d'un moule en 3 points d'un plâtre après une réduction fermée, et l'application réussie d'un moule interosseux pour tendre le radius et le cubitus, et serrer le plâtre comme décrit dans son article, pour créer une section ovale. Un autre point important, lors de l'application du plâtre, est la création d'un bord ulnaire droit pour éviter le redoutable plâtre banane, dans lequel une déformation ou une courbure coronale peut être introduite dans le plâtre. Le plâtre est en général appliqué pour une durée de 4 à 6 semaines. Cela dépend de la gravité de la fracture, de l'âge du patient
ainsi que de son état de santé global. La guérison de nombreux aspects du plâtre dans cette population de patients a été largement étudiée. Parmi ces aspects, on a examiné l'importance d'un plâtre bras court par rapport à un plâtre bras long. Il a été démontré qu'il n'existe pas de différence significative entre les deux en ce qui concerne la perte de réduction et le processus de guérison. Ces études approfondies ont permis de mieux comprendre les implications du choix du type de plâtre pour optimiser la guérison. Un indice de plâtre a également été étudié. Il s'agit en fin de compte d'une manière plus objective de mesurer le plâtre de forme ovale décrit par le Dr. Charlie. Ce qui a été démontré dans l'article de Webb et al. En 2006, c'est qu'un indice de plâtre de 0, sept ou moins, était associé à une meilleure application du plâtre, alors qu'un indice de plâtre supérieur à 0, sept, montrait un plâtre mal appliqué ou un plâtre plus circulaire, ce qui avait un effet positif sur la réduction du volume de l'os. Risque plus élevé de perte de réduction. Dans les centres utilisant un plâtre circonférentiel ou en fibre de verre, l'impact de la bivalence du plâtre sur le maintien de la réduction a été examiné. Une étude de 2017 par le Boston Children's a révélé que bivalver le plâtre ne causait pas un risque accru de perte de réduction. Remodelage des fractures du radius distal chez les enfants. Est un principe souvent utilisé dans le traitement de ces personnes. Cela est bien illustré par l'étude de Crawford et al. En 2012, où des patients avec des fractures du radius distal et du cubitus ont été traités sans réduction, uniquement par immobilisation et plâtrage. Et comme on le voit ici dans leur suivi radiographique, cela conduit à une guérison et un remodelage très réussi. Cela est principalement dû au fait que ces lésions apparaissent soit à travers le radius et le cubitus distaux très actifs, soit à proximité immédiate, qui contribue à 70-80% de la croissance longitudinale de l'avant-bras et fournit jusqu'à 5 mm de croissance par an. Et finalement, un large potentiel de transformation. Traditionnellement, la capacité des fractures à se remodeler est surtout visible chez les jeunes, soit ceux de 10 ans et moins. Cependant, il est crucial de comprendre que la capacité de remodelage d'une fracture ne s'évanouit pas immédiatement lorsque le patient dépasse l'âge de 10 ans. J'ai une série clinique convaincante de ce scénario précis, incluant un garçon de 12 ans qui a d'abord souffert d'une fracture de la métaphyse, avec un apex antérieur, et une extension physaire probable, avec une angulation de 25 degrés qui a été corrigée par une réduction fermée, suivie d'un suivi de 14 jours. A montré une perte de 22 degrés d'angulation antérieure de l'apex due à la maturité osseuse, avec une large ouverture de la physe du pouce et de la physe distale du radius et ulna. On a décidé de continuer le traitement à son poste actuel. En 6 semaines, les fractures du carpe ont guéri de manière remarquable. À 10 mois, comme ici, l'angulation antérieure de l'apex s'est remodelée et s'est normalisée sur le plan coronal. Rappelez-vous qu'un patient de plus de 10 mois n'a pas perdu son potentiel de remodelage. Il est crucial d'examiner la maturité squelettique globale et une radiographie de la main ou du poignet, comme ici. Le métacarpien du pouce est lourd. Les métacarpiens du pouce et des doigts sont ouverts. Les fractures distales du radius et du cubitus sont ouvertes. Et le carpe, bien qu'ossifié, montre une ossification incomplète. Cela suggère que ce jeune de 12 ans avait encore des années de croissance. Pas tous les patients peuvent être traités par moulage fermé ou avoir une fracture de l'humérus. Le remodelage complet et donc pour ces patients, la chirurgie reste recommandée. Certaines indications opératoires.
peu controversées incluent les fractures ouvertes, surtout celles dépassant les fractures en trous de souris, décrites précédemment. Les lésions flottantes du coude, typiquement une fracture du radius distal avec une fracture supracondylienne de l'humérus. Les patients polytraumatisés, ceux avec des fractures articulaires déplacées et ceux ayant subi une perte ou réduction. Comme nous l'avons vu, il est parfois difficile de classer les enfants par âge dans des groupes spécifiques. Toutefois, en général, les enfants de moins de 10 ans ou ayant encore 4 ans de croissance peuvent s'en sortir. Avec une malrotation. Traitement fermé avec une angulation de 30 degrés ou moins et 45 degrés ou moins. Les enfants avec une malrotation de 10 degrés ou moins, tandis que ceux de plus de 10 ans ou avec moins de 4 ans de croissance restante peuvent bénéficier d'une chirurgie. Les orthèses de l'enfant tolèrent 20 degrés d'angulation et 30 degrés de malrotation avant un traitement opératoire. Le traitement chirurgical des fractures distales du radius et du cubitus chez l'enfant se fait généralement par réduction fermée et broche percutanée pour la plupart des patients. Selon la région, on effectue une réduction fermée, puis un brochage avec des broches lisses de 0,62 pouces ou environ 1,5 mm. Les fils filetés ne sont pas nécessaires et leur utilisation est déconseillée. En général, une ou deux broches suffisent pour maintenir la réduction assez longtemps, permettant ainsi aux patients de guérir correctement. Ces broches peuvent être placées dans des endroits fréquents, comme le radius, ou dans l'espace situé entre le 4e et le 5e compartiment dorsal. Voici un patient avec un squelette immature. Ayant une fracture du radius distal de type Salter-Harris 2 réduite, avec une broche styloïdienne radiale pour maintenir l'alignement. Après 10 semaines, la fracture était complètement guérie, comme ici. Certains patients ont une lésion de type FIS, mais sont presque matures squelettiquement ou le sont déjà, se fracturant à travers un vestige de leur cicatrice FIS. Radiographiquement, ces lésions ressemblent à des fractures de Salter-Harris 2. Pourtant, ces patients nécessitent souvent une réduction ouverte et une fixation interne. Il est crucial d'identifier ces patients. Cependant, parce qu'un traitement standard pour adultes avec des plaques verrouillées en vol échouerait très probablement. Comme on le voit ici, un patient âgé de 17 ans avait une blessure à haute énergie et a subi une fracture de Salter-Harris 2 à travers leur cicatrice FIS avec un déplacement assez profond, à la fois dans le plan coronal et sagittal. Je vous demande d'imaginer la réduction de cette fracture et la mise en place d'une plaque volaire sur ce patient, avec un placement de vis même agressif. La majorité des vis placées à travers une plaque volaire ne captureraient probablement pas le fragment distal ou l'épiphyse et risqueraient donc d'entraîner une perte de réduction. Par conséquent, même chez ces patients qui ont parfois 17 ou 18 ans, le traitement le plus approprié reste parfois une réduction fermée ou une réduction ouverte, assistée d'une broche percutanée, comme on peut le voir ici, avec des photographies opératoires ainsi que la guérison post-opératoire. En regardant les photos de l'opération, ce patient, blessé à haute énergie, a été traité avec succès avec 2 petites broches lisses dans la styloïde radiale et quelques intervalles, guérissant ensuite bien. Les fractures métadiaphysaires, même chez les jeunes patients, peuvent aussi représenter un véritable défi pour le chirurgien. En effet, elles ne sont pas toujours simples à traiter. Il n'est pas toujours facile de maintenir leur réduction avec une broche percutanée. Cela est souvent dû à l'angle requis pour les sites courants, comme la styloïde radiale ou le compartiment 4-5. 8. En tentant de fixer en utilisant cette méthodologie,
même si vous parvenez à traverser le site de la fracture jusqu'au fragment proximal. Vous risquez d'avoir une longueur de travail très courte pour la fixation, ce qui peut entraîner une perte de réduction. Ainsi, chez les patients qui présentent ces fractures métadiaphysaires, particulièrement si elles sont instables et nécessitent une fixation, il est parfois bénéfique, même chez les patients plus jeunes, d'ouvrir et de fixer afin d'obtenir une meilleure longueur de travail et une fixation plus stable. Voici un patient immature, squelettiquement, avec une fracture métadiaphysaire polytraumatisée, ayant subi une réduction ouverte et une fixation du radius seulement, avec un excellent résultat, et une guérison sans incident. L'arrêt de croissance est une conséquence regrettable des fractures distales du radius et du cubitus chez les enfants, notamment les fractures de type fissile ou Salter-Harris. Un arrêt de croissance peut varier énormément en fonction de l'âge du patient concerné. Le traitement chirurgical global de ces patients est donc dicté par leur maturité squelettique, leur potentiel de croissance et leur variance cubitale. On voit ici 4 patients différents ayant eu 4 types très distincts d'arrêt de croissance, avec des barres centrales, des barres périphériques, un arrêt complet avec un ulnaris distal ouvert. Le traitement chirurgical global de ces patients est donc dicté par la maturité squelettique du patient et sa capacité à poursuivre sa croissance et sa variance cubitale. Certains traitements peuvent être proposés aux patients qui présentent un arrêt de croissance. Chez les patients avec une barre centrale, en particulier, comme on peut l'observer ici, sur la coupe coronale de l'IRM, il est possible de procéder à une résection de la barre. Cette intervention est principalement indiquée pour les enfants qui ont une déformation légère, une barre plus centrale ou accessible et qui ont encore de nombreuses années de croissance devant eux. Il s'agit d'une intervention simple en théorie, mais qui peut s'avérer être difficile à mettre en œuvre, pour réséquer la barre tout en préservant le reste du physis, intact et en arrière, parce que cela a représenté un défi pour de nombreuses personnes. Les progrès technologiques ont permis d'améliorer la capacité d'isoler ou d'identifier la barre et de la réséquer. Cet article publié dans le Journal of Hand Surgery décrit l'utilisation de la navigation péropératoire pour identifier et retirer la barre centrale. Ce groupe a aussi expliqué l'utilisation d'un arthroscope positionné dans la zone de résection pour mieux voir le physis et montrer un physis ouvert tout autour, ainsi que l'enlèvement de toute partie de l'épine dorsale, en traversant l'os cortical, formant ainsi la barre. L'épiphysodèse cubitale est une autre procédure courante pour les patients souffrant d'un arrêt de croissance. Elle est généralement pratiquée chez un patient qui présente un arrêt complet ou presque complet de la croissance du radius distal, mais dont la physe cubitale distale reste ouverte. Cette intervention est utilisée soit de manière isolée pour empêcher la progression de la croissance ulnaire, ce qui conduirait finalement à des variantes positives ulnaires, soit en combinaison avec une procédure de raccourcissement ulnaire, dans laquelle le degrading est ramené au même niveau que le radius distal, et prévenir une future croissance excessive. L'épiphysiodèse cubitale a été expliquée par diverses méthodes, mais elles visent toutes à perturber l'épiphyse cubitale distale, tout en préservant l'anneau périchondrial de la croix, stabilisant ainsi l'épiphyse. Cette opération peut être effectuée sur le site de façon relativement peu invasive, en insérant un fil de K dans l'épiphyse, puis en la perçant avec un forêt cannulé. Une fois insérée dans l'épiphyse, les curettes peuvent être employées pour disloquer la physis roumaine. Ensuite, des techniques traditionnelles, comme celles décrites par Phamister, qui visent à créer de petits blocs d'ostéotomie, peuvent être utilisées, qui ont ensuite été soigneusement tournés pour introduire
une barre Yatgen. Cela a été plus souvent décrit pour les procédures concernant le genou, et il serait plutôt difficile de l'accomplir dans la région distale du cubitus, en raison de la complexité de la zone. En raison de l'étroitesse relative de l'épiphyse, la déformation radiale peut aussi poser un défi et ne peut pas toujours être corrigée uniquement par des interventions sur le cubitus. Lorsqu'il s'agit d'une déformation radiale, que l'ulna présente des variantes positives ou non, nous chercherons également à restaurer l'anatomie radiale en rétablissant l'inclinaison radiale normale, en essayant de neutraliser la variance ulnaire par des procédures basées sur le radius ou sur l'ulna, ce qui permettra d'améliorer et de réaligner l'articulation radiale ulnaire distale. Cela peut être une source de douleur ou d'instabilité chez les patients présentant des déformations coronales et sagittales, comme illustré ici. Pour effectuer une correction radiale, il est possible de procéder à des ostéotomies de différentes manières. Soit par une ostéotomie en dôme, une ostéotomie en coin qui peut être soit fermée ou ouverte, ou encore multiplanaire ou même des ostéotomies plus complexes. L'ostéomie du dôme est une procédure bien décrite et validée. Elle vise à créer une ostéotomie courbe douce dans les plans coronal et sagittal. Cela permet de réintroduire l'inclinaison ainsi que l'inclinaison, avec l'avantage supplémentaire d'améliorer le contact os-os à travers les sites d'ostéotomie. Cette méthode a été bien expliquée pour le radius distal dans des procédures telles que celle de la malléole, décrite initialement par le Texas Scottish Rite au début des années 2000. Nous observons ici le patient d'avant, qui présentait un arrêt de croissance plus périphérique. Suite à une fracture du radius distal, il a subi une ostéotomie du dôme et un raccourcissement de l'ulna. Nous pouvons voir sur ces radiographies post-chirurgicales une amélioration notable de l'inclinaison radiale. Et un réalignement de l'articulation distale. Parfois, les patients ne sont pas reconnus à temps et développent une déformation radiale sévère, ainsi qu'un réalignement notable de l'articulation. Les variations de variance entre le radius et le cubitus ne peuvent pas être efficacement corrigées par une simple chirurgie isolée du radius ou du cubitus. Ici, nous observons un patient qui avait déjà subi une fracture physaire distale du radius et qui a ensuite développé une barre plus radiale et centrale. Cependant, il restait encore un peu de croissance au niveau du coin ulnaire du radius, ainsi qu'un cubitus distal complètement ouvert, ce qui a conduit à une déformation assez marquée du radius. Cela entraîne un raccourcissement du poignet et de l'avant-bras et une perte d'inclinaison du radius, ici, à gauche. La blessure initiale d'un patient et le traitement qui a causé sa déformation actuelle, avec une image clinique de l'effet de cette déformation. Le poignet et l'avant-bras étaient comme ceci. Pour résoudre des cas comme celui-ci, nous devons envisager tous nos objectifs. Rétablir l'alignement du radius, raccourcir le cubitus, rapprocher le radius et le cubitus et restaurer une certaine congruence de l'articulation radiale et cubitale distale. Ensuite, comme ils ont un cubitus distal, avec une physis largement ouverte, il faut aussi stopper la croissance du cubitus restant pour éviter que cela ne se reproduise. Et finalement, il a été décidé que ce patient devrait subir une ostéotomie qui est multiplanaire. Et en utilisant une technologie comme celle que l'on voit ici, qui est un modèle tridimensionnel, basé sur un scanner, qui a permis une planification préopératoire, d'une ostéotomie complexe, qui a finalement nécessité un allongement important, comme on le voit ici. Voici les dernières radiographies post-opératoires de ce patient. Il y a eu un allongement radial
et une ostéotomie multiplanaire, ou un repositionnement et une ostéotomie de raccourcissement ulnaire, ainsi qu'une épiphysodèse ulnaire distale. Pour conclure, pour les patients ayant des fractures du radius distal et du cubitus dans la population pédiatrique, c'est la gravité de la blessure, ainsi que le potentiel de croissance ou de remodelage futur qui détermine finalement les recommandations de traitement. Les patients qui ne sont pas encore matures sur le plan squelettique ont la capacité de remodeler des déformations importantes. Comme nous l'avons illustré, cela peut même se produire chez des patients qui ont dépassé l'âge de 10 ans. La réduction des blessures à la hanche repose sur le fait que les enfants ont encore beaucoup d'années de croissance. Cela repose sur l'évaluation de leur maturité osseuse. Les lésions fiseuses doivent être réduites rapidement. En utilisant une technique douce, il convient d'éviter une nouvelle réduction, au-delà de 7 jours ou de multiples tentatives de réduction, afin d'éviter l'arrêt de la croissance. Une malformation simple est souvent bien plus facile à traiter qu'une barre fisaire complexe ou un arrêt de croissance osseuse. Le traitement chirurgical est finalement réservé aux patients dont les fractures ont une angulation supérieure à 30 degrés chez les moins de 10 ans et supérieure à 20 degrés chez les plus de 10 ans. L'arrêt de la croissance doit se concentrer sur le traitement de la déformation actuelle et sur la prévention de toute récidive future par l'arrêt de la distalité du radius et du cubitus. Je vous remercie.